Bonjour à tous, aujourd'hui je suis en compagnie de Thierry Quay, CTO chez Electra. I decided to hack you. Whoever's in control of the exit nodes is also in control of the traffic, which makes me... Bonjour Thierry. Bonjour Philippe. On se retrouve tous les deux aujourd'hui pour parler industrie 4.0 et plus spécifiquement du développement de solutions dédiées. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais, comme d'habitude, qu'on fasse un petit saut dans le passé. Est-ce que Thierry, tu peux nous raconter ton premier projet informatique ? Alors, ça va pas être un petit saut, je te propose un très grand saut dans le passé. Je donnerai pas mon âge, mais ça se situe au milieu des années 80. On va dire, j'ai une petite douzaine d'années avec deux potes. On passait des journées. Je venais d'avoir mon premier Ori Catmos. Donc, pour ceux de ma génération, ça va leur parler. Et on passait des journées à recopier du code sur Hebdogiciel. Donc, c'était très, très sympa. Et on en a profité pour finalement apprendre et développer. On avait développé un casse-brique et donc premier travail, premier projet et premier travail en équipe à 3. Donc voilà, super souvenir. C'est dingue parce qu'en fait, quand je pose cette question aux gens, ils ont toujours un truc incroyable à raconter d'une techno que, à mon avis, 90% des gens qui nous écoutent ne connaissent pas. Et pour le coup, même moi, je ne connais pas cette techno. Et pourtant, les vieilles technos, ça me connaît. Tu es trop jeune. Donc, c'est Amstrad CPC, Commodore. Ouais. Donc, le début branché sur la télé. Donc, c'est ça. Donc, voilà. Et c'était du basique. Donc, le premier langage qui était utilisé, on recopiait des lignes. Et voilà, super sympa. Et on a détourné petit à petit. Donc, la passion que j'avais sur l'informatique tout gamin. Voilà. Ça a commencé par là. Ça a commencé par là. Maintenant qu'on a qu'on t'a entendu ton premier projet, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu en quelques mots ta vie, ton œuvre, qui t'es et ton parcours ? Alors, oui, très, très rapidement, je pense que tu l'as compris, je suis passionné par la tech, donc je suis un peu tombé dedans. Et c'est pour ça que t'es là. Exactement. Donc, en tant que CTO, donc je pilote la recherche et développement chez Electra, c'est-à-dire tout le design des solutions, donc que l'on propose à nos clients. Donc c'est un large éventail, on aura l'occasion d'en parler, notamment via l'industrie 4.0, mais c'est à la fois des solutions, on va dire software, et des équipements et des services connectés. Donc avec pas mal de compétences et d'ingénieurs, on va dire dans mon équipe. Donc ça, en quelques mots, plus côté perso, au-delà d'être passionné même à mes heures perdues sur la partie tech, je suis un passionné de voyage. J'ai eu la chance de voyager dans plus de 40 pays depuis quelques décennies, rencontrer des gens, des cultures, etc. Et je suis également passionné, je suis localisé dans le sud-ouest par le bassin d'Arcachon et toutes les belles activités que l'on a, que ça soit de l'ostréiculture, de la navigation ou de la pêche. Ah, c'est très, très hétéroclite. Ouais, exactement. Donc aujourd'hui, tu bosses chez Electra. Alors moi, je connaissais pas Electra très, très, très humblement. Alors j'ai cherché un petit peu ce que vous faisiez, mais est-ce que tu peux nous expliquer, pour ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que ça fait, Electra, et un petit peu si vous êtes une boîte française, tout ce que vous pouvez proposer. Alors, on peut définir, nous sommes un acteur et un partenaire stratégique pour nos clients dans 3 domaines sur lesquels on propose des solutions innovantes: le domaine de la mode, le domaine de l'automobile et le domaine de l'ameublement. On propose une solution unique, proposition de valeur vraiment unique, qui est assez transverse, je dirais de bout en bout, avec une combinaison de logiciels, d'équipements connectés, on aura l'occasion d'en parler largement tout à l'heure, d'analyse de données et de services associés. C'est-à-dire que voilà, on vend vraiment du service depuis créé en 73, donc on a fêté nos 50 ans l'année dernière. On est une entreprise avec un ADN technologique très fort, donc on est une entreprise de tech, également d'innovation, et on propose des solutions, je dirais toujours en avance sur le marché, assez disruptives pour encore une fois les 3 marchés, le marché principal et le marché de la mode, un peu plus de 50% du chiffre d'affaires, l'automobile et l'ameublement. On est, pour te situer, environ 3000 collaborateurs partout dans le monde. Environ, on va pas rentrer dans le détail des chiffres, mais 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc coté à la bourse de Paris. On est assez équilibré en termes de vente. Donc la France, c'est vraiment tout petit, moins de 5% du chiffre d'affaires.
On est présent alors on est réparti comme beaucoup de sociétés internationales, 3 zones, la partie Amérique, donc Americas, donc nord et sud, avec notamment tous les marchés de l'automobile, par exemple sur le Mexique et ce point-là, mais bien sûr États-Unis, Canada et toute l'Amérique, IMIA, donc l'Europe jusqu'à toute l'Afrique, Afrique du Nord et l'Afrique, et la partie Asie-Pacifique sur ces points-là. Assez réparti, on va un tiers. Exactement, assez réparti. Encore une fois, la France, c'est vraiment peanuts. On est 600 collaborateurs sur la R&D, donc sur 3000. Ça montre vraiment l'investissement fort. On est une entreprise de tech, plus de environ 11% du chiffre d'affaires, donc plus de 50 millions d'euros est dédié à la R&D, donc à mes équipes. Et on est réparti sur la R&D au fil également de croissance organique, mais de croissance externe sur plusieurs pays, principalement la France, c'est la moitié des équipes qui est localisée ici près de Bordeaux, mais une grosse présence aux États-Unis, en Italie, en Roumanie, en Belgique, en Espagne, en Chine et en Inde. Voilà, ce sont les pays principaux. Ok. Donc en fait, moi, ce que j'ai lu quand j'ai préparé cette interview, tu l'as dit, créé en 73. C'est ça, je dis pas de bêtises. Oui, exactement. Je trouve ça incroyable parce que je me dis une boîte de tech créée en 73, en 2024, qui existe encore et qui a pas changé. Enfin, je veux dire, qui a gardé son ADN. C'est quand même assez rare. C'est quand même, t'avoueras que c'est assez rare dans le domaine de la tech. C'est ça. Et qui est une ETI, donc. Et qui est une ETI. Il y a beaucoup de choses assez surprenantes, donc c'est pour ça que c'est super intéressant. On va rentrer dans le vif du sujet. Industrie 4.0. Donc tu vas commencer, si tu le veux bien, par me donner une petite définition de l'industrie 4.0 et après de m'expliquer, et c'est là où ça va être intéressant parce que moi j'ai raté les 3 premières révolutions de l'industrie. Quelles sont les 3 autres révolutions de l'industrie qu'il y a eu avant l'industrie 4.0 ? Alors, industrie 4.0, quand on parle de ce terme-là, on parle de révolution industrielle. Donc pareil pour les 3 premières. Donc une révolution industrielle, c'est qu'il y a eu un élément déclenchant qui est à chaque fois sur les 4 révolutions, une technologie ou des technologies qui ont émergé. Donc, on va démarrer sur l'industrie 4.0. Le terme a été la première fois donné, c'était lors de la foire d'Hanovre en Allemagne en 2011 sur l'industrie 4.0. Donc, c'est vraiment comment rendre la production toujours plus flexible et adapter en continu la demande dans notre économie grâce, on parle de technologie, grâce à l'essor du numérique. Donc l'industrie 4.0, c'est vraiment l'essor du numérique. Je reviendrai après sur les piliers et les technologies qui sont derrière. Donc ça va bien au-delà l'industrie 4.0, ça permet je dirais, c'est pas uniquement digitaliser les activités industrielles, mais ça permet de favoriser aussi l'auto-ajustement. On est vraiment aussi dans la partie process. Donc voilà, donc très très récent malgré tout, de 2011 sur cette partie-là. Donc pour te répondre sur les premières, les 3 premières révolutions se sont étalées entre la fin du 18e et la fin du 20e siècle. Donc là, on est au 21e siècle sur la 4e. La techno et je dirais le fait marquant, la première, c'est le charbon, l'apparition du charbon à la fin du 18e. Donc c'est très clair pour comprendre les machines à vapeur qui ont permis d'aller beaucoup plus loin dans la productivité et notamment dans l'industrie qui est la nôtre, qui est l'industrie du textile. Donc les machines à vapeur ont permis d'améliorer sur des métiers à tisser ou ce genre de choses, mais l'ensemble des industries. Donc fin du 18e. Au début 19e. La deuxième est liée à 2 technologies, l'électricité qui a quand même révolutionné et le pétrole, donc qui ont été combinés, mais je pense que la partie électricité, le pétrole a petit à petit remplacé la partie charbon, machine à vapeur. En tout cas, l'électricité est vraiment le fait marquant de la deuxième à la fin du 19e siècle, ce qui a permis de constituer des machines, notamment dans l'automobile, pour produire, on parle bien d'industrie, donc pour produire beaucoup plus facilement sur ce point-là. Et la troisième, on va être au milieu, on va dire vers les années 70, c'est, je dirais, l'avènement de l'électronique et de l'informatique. Je vais pas te dire de l'Euric Atmos, pour en parler, mais malgré tout, voilà, je suis né dans ces années-là et ce qui a permis d'aller. Et donc la robotisation
qui est arrivé, dont la mécanisation. Et donc voilà, c'est vraiment l'informatique, l'électronique dans les années 70. Et donc pour rappel, hein, le 4.0, c'est toute la partie numérique pour aller beaucoup plus loin dans les années de 2010. D'accord, très clair. Alors moi c'est marrant parce que et c'est pour ça que c'est intéressant de faire ce podcast, c'est que l'industrie, on n'imagine pas ça technologique. Quand on est jeune, enfin moi quand j'étais jeune, l'industrie c'est j'imaginais ça je dirais pas ça sale parce que c'est pas le bon terme, mais on n'imagine pas que c'est un truc de haute technologie. Et on n'associe pas ça à ça. Alors qu'en fait, ce qu'on est en train de nous dire, c'est qu'aujourd'hui, l'industrie 4.0, c'est avant tout de la haute technologie, parce que quand on va rentrer dans le détail de l'IoT, Edge Computing, Cloud, c'est de la techno over the top, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est state of art de ce qu'on peut faire, quoi. Exactement. Donc, au départ, j'ai parlé de technologie, mais c'est plutôt voilà des faits marquants, le charbon, c'est malgré tout de la technologie, exploiter une matière première, savoir transformer avec l'électricité. Mais tu as tout à fait raison, c'est de la haute technologie appliquée à l'industrie pour pouvoir toujours amener via des transformations majeures des nouvelles méthodes de production. Pour être beaucoup plus efficient, hein, de la productivité. Qui parle d'industrie parle de productivité. Hein, on a tous en tête les usines Ford, hein, dans l'automobile. Voilà. Et donc on est maintenant créé des usines qui sont intelligentes et interconnectées. Et donc alors est-ce que tu peux nous donner un exemple? Est-ce que tu peux nous donner un exemple concret de qu'est-ce que c'est l'industrie 4.0 dans un exemple très concret pour qu'on puisse comprendre un petit peu ce que ça veut dire? Alors, je vais bien sûr te prendre un exemple Electra, hein, donc attends. dans le domaine de la mode, qui est notre marché phare et préféré, préféré, et tout le monde peut le comprendre. Hein, on est tous. Voilà. Puis la mode en France, on est fort. Exactement. Donc, pour illustrer, on parle bien sûr d'interconnexion de processus et à la fois de logiciels et d'équipements. C'est le positionnement hein, depuis 50 ans de Electra, cette combinaison. Il faut bien voir que l'on vend pas, on conçoit pas, donc dans mes équipes, on ne vend pas du hardware, c'est-à-dire un élément qui est comme un stylo que tu vas utiliser. On vend des services, on vend des équipements qui sont connectés avec des services associés qui sont des services de maintenance autour de ce point-là. Donc si je reviens à ta question sur la partie exemple, on a lancé en 2017 notre programme Industrie 4.0. Donc, dès 2018, on a lancé une solution qui s'appelle Fashion on Demand pour répondre aux besoins croissants d'agilité des marques qui veulent pouvoir lancer en petite quantité. Là, je suis pas sur la masse production. Hein. J'en parlerai pas. On a des solutions aussi pour de la production de masse, mais sur de la production plutôt agile. On le voit, on parle de 2 collections par an maintenant. On parle plus vraiment de ça. Il faut lancer très rapidement, et donc on propose aux marques et à leurs sous-traitants des solutions qui permettent d'aller beaucoup plus vite. Donc Fashion on Demand, je vais essayer d'être très clair. Tu as des processus. Tu imagines un ERP. Je pense pas que j'ai besoin de le définir. On reçoit un ordre de commande de ton sweater. Hein, il faut en produire. Donc un ordre de commande, il faut en produire 10 000. Il en faut une certaine quantité en XS, en XL, L, etc. Donc tout ça arrive sur un ERP. Donc on vient connecter ces ordres qui arrivent de l'ERP et on va transformer ça dans des ordres de coupe, cutting order, qu'on soit capable de couper. Donc, on va processer automatiquement cette partie-là. Donc, c'est capter de la donnée. On va avoir, bien sûr, il y a des modélistes qui auront designé ton sweater, donc on a aussi cette donnée qui arrive là, avec ce qu'on appelle de la gradation, c'est-à-dire de pouvoir mettre la taille. Et ensuite, on vient automatiquement placer. C'est-à-dire, faut bien voir que tu as un rouleau de tissu qui va arriver. Ouais. Et on va venir placer les pièces. C'est un Tetris. C'est une sorte de Tetris. On va venir placer en fonction des tailles. En fait, ton sweater est composé d'une manche gauche, droite, d'un col, d'une face avant, face arrière, qui vont être découpés pour après être cousus ensemble pour le faire. Donc nous, on va gérer toute cette partie-là. Donc on a lancé cette solution qui permet de connecter l'ERP, de capter le patron. Hein, on appelle ça un patron. D'optimiser la partie placement. Et on a lancé en même temps un équipement qui est un équipement connecté qui s'appelle Virga, hein, donc une machine qu'on appelle simple pli qui reçoit le tissu
et qui va être complètement connecté au cloud pour pouvoir découper de manière agile l'ensemble des pièces qui après iront sur la chaîne aval. Donc on a proposé Fashion on Demand pour des marques qui peuvent faire voilà des plans de collection entre guillemets, petite série. Comment? Ouais. Petite série, et pour aller vite quoi. Ouais. Agile, avec des choses assez complexes qu'on a développées, notamment si le tissu est uni, c'est assez simple, mais si le tissu a des motifs, tu vas pas coudre les rayures dans un sens manche gauche ou manche droite, à moins de faire un peu ça dépend quel styliste à imaginer. Mais donc voilà, ça illustre un peu du process de connexion de données, et ensuite toutes les données qui arrivent de la machine de coupe sont également exploitées. Ok, pour le coup j'ai compris, donc c'était clair. IoT, Edge Computing, Cloud. Comment on peut améliorer les performances de l'industrie avec ces trois technologies? Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer? Alors, l'IoT, je pense qu'il n'y a pas besoin d'expliquer parce que c'est quelque chose de très clair pour les gens qui nous écoutent. Le cloud, c'est aussi quelque chose de clair. Par contre, le edge computing, est-ce que tu peux nous donner un peu une définition et en quoi ça peut aider les choses? Alors, en effet, là, quand tu cites ces points-là, on peut-être remettre en perspective. Tout à l'heure, je parlais de charbon, d'électricité. Juste, l'industrie 4.0 s'appuie sur, en effet, 4 technologies. L'IoT, le cloud computing, la partie, on en parlera aussi après, big data et l'analyse des données, et l'intelligence artificielle. Donc, si on fait un focus sur la partie, en effet, IoT, edge computing et cloud, IoT, pas besoin de le définir, mais en fait, là, tu parlais tout à l'heure, l'industrie, c'est pas super clair pour toi. L'IoT, les gens le connaissent. Finalement, ils ont la montre connectée, ils ont la petite caméra connectée de plus en plus, très utilisation domestique. Là, il faut bien comprendre que on a des machines-outils, des équipements qui sont également connectés. C'est pour ça qu'on parle d'IoT. Depuis 2007, Lectra a sorti ces machines qui sont connectées. Avec le plan 2017 de l'industrie 4.0, donc on a mis en place donc du edge computing, donc la machine, l'équipement, l'edge computing, tout ça, ça se situe dans la salle de coupe, donc dans l'usine de nos clients. Et ensuite, on imagine le réseau, l'internet et le cloud. Donc, ce sont ces trois éléments. Le edge computing, c'est ramener de la puissance de calcul, de l'intelligence à proximité de l'équipement qui va être connecté. C'est-à-dire pour des questions, il y a plein de challenges autour de ce point-là. On vient capter les flux, et donc on a développé en interne une appliance, donc qui vient se mettre dans le système IT de notre client, donc dans l'usine, qui vient capter tous les flux, du HTTP, des flux de données, etc., pour être un peu une passerelle avant la partie cloud qui va traiter et sur lesquelles on va avoir toutes nos solutions web. Il faut voir qu'on est dans deux sens. Quand je t'ai donné l'exemple de Fashion on Demand, on a l'alimentation, donc de la partie ERP qui va vers le cloud, qui donne les ordres de coupe, les ordres de fabrication, on va dire plutôt. On vient l'envoyer et c'est le edge qui va transformer ça en ordre de coupe et qui va alimenter les machines. Ça, c'est dans un sens, mais on a les données de production et les données des capteurs qui vont remonter dans l'autre sens. Donc le edge, c'est un élément central. On peut avoir 3-4 machines dans l'usine. On a un seul composant edge qu'il faut bien sûr avec une très haute disponibilité. Et donc ensuite, on a la partie cloud. Alors, si je résume avec mes mots, et tu me dis si j'ai bien compris pour que ça soit le plus clair possible. C'est-à-dire, t'as la machine de découpe, peu importe. Elle te remonte de la donnée, et vous la remontez pas en direct dans le cloud, pour différentes raisons de performance et compagnie. Vous passez par une sorte de proxy, qui est la edge computing, qui a une capacité de computing, c'est-à-dire de calcul, de traitement, et qui derrière fera l'interconnexion avec votre système cloud dans un cloudeur quelconque. C'est exactement ça. Et ça, bidirectionnellement parlant. Exactement. Une sorte de buffer, de buffer, mais qui a une capacité d'analyse et de traitement. Ouais. Tout à fait. Parce que ça, c'est effectivement alors je le dis pour les gens qui m'écoutent et qui font du développement, j'ai envie de dire web classique. La connexion Internet, si elle est là et compagnie, on peut pas forcément se baser dessus. Et dans un système industriel, si tu as un coût de latence gigantesque parce que différence réseau, tu peux pas arrêter tes machines de prod. Donc c'est pour ça qu'en fait finalement on fait du edge computing, ça permet de créer cette j'ai envie de dire ce caractère discontinu en bénéficiant des services du cloud,
mais aussi en bénéficiant de tout ce qu'on peut faire en mode déconnecté, quoi. C'est exactement ça. On a parlé de l'industrie de la mode. On est dans une usine, on imagine, c'est de la productivité. Un temps d'arrêt de la machine parce qu'elle est plus alimentée par des ordres de coupe, c'est du temps perdu et de l'argent perdu. Si tu prends l'automobile, on est sur 3/8. Il fonctionne 24 heures, 24/7. Ouais. Donc, un arrêt de machine. Donc, ça veut dire qu'on met en place cette partie-là. Il faut gérer, tu as donné les points essentiels, la latence, voire même des ruptures de réseau. Il faut voir qu'on est positionné partout dans le monde. On est également en Chine, on a des endroits où les usines sont pas forcément les endroits où il y a le meilleur Internet avec la fibre que l'on peut connaître. Donc, tu as des ruptures et donc on doit resynchroniser. Donc, le Edge nous permet aussi de faire ça, de capter et finalement, même une coupure franche d'Internet, on peut continuer à processer pendant un certain temps. Voilà. Et une capacité aussi de compute. On peut en reparler un peu aussi avec l'IA. On a beaucoup de données qui remontent, des données d'événements, de capteurs, mais également on a des caméras, donc des vidéos. Tu vois la taille que ça peut faire. On va pas remonter ça sur le cloud. Donc on peut pré-processer sur le cloud pour amener, je dirais, de l'interactivité temps réel sur ce point-là. Donc c'est un composant qui est essentiel dans le cadre de l'industrie 4.0 et de l'industrie tout court. 2 questions sur cette partie edge computing et puis de manière générale dans le système. C'est quoi la stack aujourd'hui technologique? C'est quoi l'ensemble de technologies que vous utilisez pour développer ces solutions-là, ces appliances? Alors, on a regardé ce qui existait sur le marché. T'as je citerai pas des noms, mais des grosses sociétés qui peuvent proposer sur étagère ce type de solution. On avait regardé, mais finalement, avec la particularité que l'on a dans le monde de la mode, de notre activité, on a décidé d'investir et de développer nous-mêmes. Et donc cette partie-là. Donc, on a à la fois fait, je dirais, des évaluations sur le matériel. Donc il y a une partie hardware sur cette partie-là et une partie software. Donc on a sélectionné donc à un moment le vulgaire PC ne va pas par rapport à de l'industriel, il va chauffer, ça marche toujours, il faut pouvoir le racker, etc. Il faut une double alimentation, enfin tous ces points-là. Donc là on a fait les sélections qui vont bien et on a une stack en fait qui est sur une base Linux qui est sur une base complètement durcie, c'est-à-dire que il y a des aspects aussi, le composant Edge permet de relever des challenges, on a parlé sur la latence, mais également de sécurité. Et donc, cet élément de cybersécurité, cet élément, on a, je dirais, épuré, utilisé déjà une stack Linux très épurée. Et en plus, on a supprimé tous les services qui ne sont pas utiles. Et donc, on a développé une technologie sur cette partie-là. Notre dernière version, c'était pas le cas sur les toutes premières. On parle de 2018 quand on a lancé. Maintenant, on est capable à distance de pouvoir changer complètement le code, un peu le firmware comme l'on a. Parce que t'imagines après des centaines, des milliers qui sont dans la nature. Alors, on a des techniciens terrain partout. Lectra s'est dépanné partout dans le monde en 24 heures nos clients. Mais bon, en termes de code, il faut passer en version 4.1, 4.2. Il faut demander quelqu'un, donc un peu voilà le reboot automatique du firmware que certains connaissent sur les smartphones ou autres. Donc voilà, une technologie Linux et un développement propriétaire. Du coup, tu as entendu parler de CrowdStrike. Ils ont à distance, ils ont poussé une saloperie et ça a fait planter des millions de PC. Comment vous assurez la sécurité? Parce que là, c'est le même problème. C'est-à-dire que vous avez dans le cœur de l'usine une brique technologique qui a accès quasiment à tout ou à beaucoup de choses. Comment ça fonctionne aujourd'hui la sécurité? Alors, je vais pour te répondre déjà cette brique assure je dirais un élément important de sécurité. Pourquoi c'est essentiel? C'est que là, on avait des usines complètement déconnectées avant l'industrie 4.0. Un bon vieux PC dedans, bon, le risque avec la clé. Tant qu'il y avait de l'électricité, ça marchait. Ça marchait, tu rinçais le PC, tout allait bien. Et on avait le cloud, c'est pareil. Là, maintenant, on réunit les deux mondes via l'Edge.
Donc, compris communication dans les deux sens. Donc le risque. Le RSSI doit commencer à baliser un peu, quoi. Ah ben on a musclé les équipes. On a une équipe très très costaud au niveau cyber. Donc tu imagines de la propagation de virus, de hacking via le cloud qui peut rentrer dans l'usine. Donc ça c'est moche. C'est quand même très 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 compliqué. Ou le contraire, l'usine qui est je dirais très peu sécurisée, je mets l'automobile un peu à part, mais t'imagines salle de coupe, etc. Et de remonter et de venir infecter toutes nos solutions sur le cloud. Donc c'est pour ça que ce point-là est très très important. Donc déjà il y a des bonnes pratiques. Aucun flux ne passe en dehors de l'appliance. Donc tous les flux, que ce soit sur du HTTP ou autre, c'est donc c'est vraiment un point d'entrée unique. Donc on n'a pas de je dirais de flux, donc ça permet de capter tout ce point-là. On a également, et c'est vrai pour toutes nos solutions, on a une approche où on vient réaliser des externes, des pentests, donc des tests de vulnérabilité sur toutes nos solutions, y compris sur cette solution-là. Donc on a, je dirais, fait auditer notre solution Edge, mais également la solution qu'on met dans la salle de couple et la solution cloud. On a notamment toutes les système de PKI, de clés, etc. Parce que là, on a une identité par machine sur ce point-là pour pas venir se substituer. Quelqu'un vient avec un PC et dit c'est une machine Lectra et se fait passer pour. Donc on a une complexité autour de ça, donc des pentests. Mais on a été beaucoup plus loin et on a une vraie belle maturité sur du développement DevSecOps. C'est-à-dire qu'on a intégré la partie sécurité au cœur de notre développement DevOps classique, avec du delivery continu sur le cloud. On a une DevSecOps Factory où on vient scanner l'ensemble de notre code en temps réel. Donc à partir du moment où on vient scanner le Git et on a intégré en temps réel tous les frameworks qui vont bien, de l'OWASP, on vient scanner les conteneurs, donc avant le delivery pour détecter toutes les failles. On sait qu'une grosse partie des failles est introduite par les développeurs, c'est pas volontaire. C'est nous. C'est pas volontaire. On les forme, on fait plein de choses, mais bon, ça reste toujours compliqué. Donc voilà, un gros investissement sur cette partie-là. Je vois que le temps file, on va essayer d'avancer un petit peu. On a un peu compris le concept général IoT, Edge Computing, Cloud. Maintenant, on va parler un peu data et IA. Alors c'est des buzzwords en ce moment, donc on va essayer de faire atterrir sur des choses qui sont réellement utilisées et utilisables. Première information, moi j'adore toujours la partie chiffre, c'est quoi le volume de data qui est traité chez Lectra? Alors sur le volume de data, on traite, là on est sur un focus vraiment industrie 4.0. On a aussi des solutions software, donc mais là je parle vraiment sur ce point-là. Donc on a aujourd'hui dans le monde plusieurs milliers d'équipements qui sont connectés, qui processent quotidiennement des ordres de coupe, qui amènent. On a différents types de données. On a des données qui sont issues des capteurs. On a une centaine environ de capteurs. Donc ça peut être des capteurs de vibration, de température, de points, donc très hardware sur des composants. Donc et on a également tous les événements ou toutes les données qui proviennent de l'activité, donc de la production. Donc on est à plusieurs milliers d'équipements et on est à aussi un bon millier voire plus de données quotidiennement donc on processe des dizaines de millions d'événements ou de données, on va dire au sens large, quotidiennement sur cette activité, on va dire 4.0. Et du coup ces données, elles remontent donc par le système Edge puis dans le système cloud. Vous stockez ça dans quoi? Vous stockez ça dans une énorme base de données? C'est quoi la stratégie derrière Alors, on a dès 2017 une stratégie data que j'ai revue en 2023 avec notamment des nouvelles technologies qui permettent, je dirais, de traiter certaines contentions qu'on peut avoir de données. Je pense que tu parles de base de données. Le gros problème qu'on a tous depuis longtemps, c'est de pouvoir injecter et consulter en même temps, d'avoir des workloads complètement différents. Donc, comme on est 24/7, on peut pas dire il n'y a pas réellement de samedi. Il y a une petite fenêtre avec les time zones, mais en tout cas, ça tourne tout le temps. Donc, via le 4.0, on propose des services temps réel pour contrôler. Donc, ça injecte et ça permet de consulter.
Clairement, la donnée, on a eu deux approches dans ce plan data, hein, donc qui est en place, c'est mettre en place un data hub, donc qui permet de fédérer l'ensemble des données. Donc c'est deux données de production d'industrie 4.0, mais j'ai poussé également, même si je gère pas l'IT en tant que DSI directement, mais un plan data complet sur l'entreprise. C'est-à-dire même les données internes, ce qu'on appelle les master data équipements. Donc là, on déclare, c'est une table qui donne les équipements, nos clients qui viennent du CRM, qui viennent de notre propre ERP. On a combiné tout ça dans une solution Data Hub pour fédérer les données et d'être en capacité, voilà, de les croiser et de les partager. Enfin, déjà de les traiter, il y a toute une phase de data quality, hein, donc de pouvoir les nettoyer, les mettre propres avant de les présenter vers des solutions pour nos clients. Donc une stack technique Data Hub qui a été mise en place, hein, complètement nouvelle et qui permet d'aller beaucoup plus loin. Et comme on parle de beaucoup de données, la mise en place d'une gouvernance de la donnée, donc data governance, avec la mise en place d'un data catalogue. C'est un point vraiment essentiel qui permet de matérialiser le data catalogue. C'est un peu la carte, hein, c'est un peu la cartographie des données. Elle contient pas les données, c'est le data hub, mais elle dit où elles sont. Et ça permet de donner. Il y a deux aspects dans le data catalogue et ça fait partie de nos choix. C'est utilisé par la tech, donc mes équipes, mais aussi et surtout utilisé par les métiers. Et donc de se dire la donnée, elle est à tel endroit, elle est captée par API, elle finit ici dans telle table et elle est utilisée par telle ou telle solution. Mais côté métier, ça veut dire quoi? C'est une donnée qui parle de la matière, qui parle de quels sont ses attributs. Et là, on a une sémantique métier qui est autour de ça. Donc le plan data consistait vraiment à remplacer. On avait un data lake qui était fourni par le provider de cloud qu'on avait mis en place en 2017-2018 et on a migré sur une autre solution qui nous permet de proposer un data hub et une solution de data catalogue. Donc moi ce que j'adore avec les métiers de la data, c'est que tous les 4 matins ils inventent un nouveau nom. Tu vois, le data catalogue, je le connaissais pas celui-là. D'accord. Alors c'est vraiment essentiel, hein. Ouais. Ouais, parce qu'effectivement, comme tu dis, si tu sais pas où pointer, où chercher la donnée et qu'est-ce qu'elle veut dire, tu sais, ça n'a pas beaucoup de valeur, quoi. Ça a assez peu de valeur. En termes t'as parlé tout à l'heure, vous êtes sur un clouder connu, type les grandes plateformes. Oui, tout à fait. On a un partenariat, je sais pas si on peut le citer, hein, mais avec Microsoft Azure, mais avec les acquisitions, on est sur deux cloud providers, AWS et Microsoft Azure. D'accord. Et du coup, cette partie data, moi, c'est un truc qui intéresse, je pense, pas mal les gens qui nous écoutent. Ça coûte pas une fortune. Aujourd'hui, moi, j'ai toujours du mal chez des clients à trouver la rentabilité de ces plateformes data, parce qu'en fait, ça coûte très cher. Et tout ce qui est dès qu'on veut faire des requêtes sur des gros volumes de données, c'est très cher. Et en fait, quand on fait l'étude bénéfice-investissement, on s'y retrouve pas forcément. Alors, je pense que fédérer et organiser les données est clé derrière pour aller plus loin. On parlera tout à l'heure d'IA, de services, etc. Mais c'est clé. Donc, quand on parle de cher, c'est par rapport à un service. Il faut toujours voir quelle est la valeur que cela apporte. Exactement. Donc, après, tu as raison, et ça fait partie, on est très pragmatique hein, chez Electra. Dans la section des technologies, c'est vraiment de sélectionner la meilleure technologie à date qui nous permet, comme je l'ai indiqué, de distinguer les workloads sur ces points-là, de proposer aussi de la data as a service, parce que j'ai plusieurs équipes qui travaillent sur la data. Ça faisait partie du plan et voilà, qui puissent travailler chacun dans leur data warehouse propre sur la même stack technique, mais avec une gouvernance qui permet de piloter ce point-là. Donc nous, on a transformé, fait ces choix technologiques et à chaque fois, on a mesuré les coûts. Donc tout ça sont des solutions SaaS du marché avec des crédits, avec en fonction du compute, etc. Donc ça peut très vite s'envoler. Donc on a fait attention là-dessus. On peut le citer. Snowflake, par exemple, tu fais une requête, ça te coûte une blinde, quoi. Alors, tu l'as cité, donc c'est le partenaire qu'on a choisi. Ça coûte une blinde, oui, mais il faut être capable de le piloter. Donc, on a réussi à baisser les coûts
avec l'utilisation de Snowflake, hein, D'accord. sur des bases de données très classiques comme de l'Azure SQL etc. Il faut vraiment piloter ça parce qu'on pouvait se retrouver à l'équipe de développement, donc nos environnements de dev qui coûtaient plus que les environnements de prod. Donc voilà, donc c'est ce type de technologie qui est vraiment innovante et avec une maîtrise des coûts. Et donc à chaque fois, on vient pas dire bah tiens, on vient mettre les solutions, les données dans Snowflake. Quel est l'intérêt? Qu'est-ce qu'on va processer, etc. Donc une vraie analyse. Hein. En termes de cas d'usage, donc vous avez de la donnée, j'ai compris, depuis assez longtemps. Oui. Donc beaucoup de données. Arrive l'IA. Oui. Alors aujourd'hui, l'IA, tout le monde dit tout et n'importe quoi sur le sujet, mais concrètement, qu'est-ce que vous en faites d'IA? Est-ce que vous utilisez des modèles d'apprentissage que vous avez fait en interne? Est-ce que vous utilisez des modèles sur catalogue? Et en fait, est-ce que vous l'utilisez pour l'utiliser? Parce qu'aujourd'hui, il faut l'utiliser pour vendre, ou alors est-ce que vous l'utilisez sur vraiment un cas d'usage qui est concret et qui apporte vraiment de la valeur? Alors, on l'utilise, je distinguerais l'IA traditionnelle qui date des années 50 et là, toutes les technologies de machine learning, deep learning sont pas nouvelles. Hein, c'est encore une fois un peu comme. Ah mais si tu dis ça aujourd'hui, tu passes pour un vieux con. Ouais, c'est la réalité. Hein, et donc c'est un peu comme la révolution, les différentes industries 1, 2, 3, 4.0. C'est, je dirais, la puissance machine qui est arrivée et la partie Internet avec l'explosion des données. Et le compute qui a permis en fin du XXe siècle d'exploiter les modèles et enfin tout ce qui avait été inventé au niveau des années 50. Donc je distingue la partie IA traditionnelle que l'on utilise déjà depuis une dizaine d'années. Hein, tu l'as compris, on a 50 ans, on est une entreprise tech, donc voilà. Et la hype là, l'IA générative qui est apparue en 2014 de manière assez confidentielle, mais très connue avec le ChatGPT fin 2022, et ça s'est démocratisé. Donc pour revenir, nous on est très concret sur ce point-là, et dans les cas d'usage, on est et c'est là où je pense qu'il y a le plus de disruption, c'est utiliser les données que l'on maîtrise, qui sont uniques, avec l'expertise que l'on a, pour entraîner nos propres modèles. Donc dans les exemples concrets, on a déjà un premier niveau, on est en train d'améliorer encore ces modèles sur de la maintenance prédictive. L'industrie 4.0 permet de capter beaucoup d'éléments, des capteurs, comment on corrèle ces données pour dire tiens, il y a une montée en température, le moteur a une vibration, on se dit tiens, le moteur va casser, ou il faut anticiper. Donc on a des maintenances au bout de tant d'heures de fonctionnement, donc on peut améliorer des modèles et proposer et affiner, soit modifier certaines pièces dans nos équipements, soit proposer finalement un remplacement au bon moment, pas trop tôt, pas trop tard. C'est ça. Sur ce point-là. Donc là, c'est de l'entraînement avec de l'IA traditionnelle, du machine learning, supervised learning sur ces points-là, que l'on met également en place. Je citerai en deuxième exemple, c'est que on digitalise dans l'industrie 4.0. J'en ai parlé, mais je redonne. C'est qu'on vient digitaliser la salle de coupe. On va parler de jumeaux numériques, où en fait l'idée c'est de se dire voilà, telle machine elle a telle capacité, telle productivité, elle peut couper tel type de tissu, etc. On digitalise tout ça et en fait on est capable avant de produire de simuler, et donc de simuler comment on va pouvoir produire. Et donc l'idée, on est sur une première étape, on va aller beaucoup plus loin en amélioration continue sur l'IA, mais de se dire avant de produire, et donc de se rendre compte que c'est pas le plus efficient, on va voir quelle est, et là c'est pas de l'algorithmique traditionnelle, c'est vraiment de l'IA, de la simulation, et quels sont les meilleurs paramètres et pour être plus productif. Vous avez une vraie culture de l'IA et vous n'avez pas juste encapsulé comme tous les gens aujourd'hui un ChatGPT en disant ouais, on fait de l'IA. Vous avez une vraie culture avec des gens qui font vraiment de la entre guillemets recherche autour des modèles de machine learning ou de ce genre de. Tout à fait. Système. Donc une grosse équipe de data engineering et de data science qui travaille sur ce point-là. Et j'ai également fin d'année dernière lancé un plan, sur la partie notamment sur l'IA générative. Donc on est aussi à la fois de l'expérimentation et des cas d'usage appliqués
avec des technologies telles que le RAG, toute la partie pour pouvoir profiter de toute la partie connaissance sur ces points-là. Alors le RAG, est-ce que tu peux donner la définition, parce que même si pour toi je pense que c'est évident, pour la majorité des gens qui nous écoutent, ça n'est pas. Enfin, c'est quand même très récent dans les systèmes d'IA. Et du coup, est-ce que tu peux nous donner une petite définition? Oui, alors rapidement, donc je parlais d'IA traditionnelle. Avec l'IA générative, on parle de GPT pour pas le citer. P, c'est pre-trained, donc pré-entraîné, donc des modèles pré-entraînés. Comment il a été entraîné? Il a été entraîné en venant capter tout l'Internet, toutes les infos de l'Internet. Il a appris à parler, à comprendre, etc. Donc c'est une petite révolution via une techno qui s'appelle les transformers. C'est le T de transformer qui permet d'aller plus loin. Là, on est content, on a un chat GPT ou chat GPT-like, on lui pose des questions, mais on peut lui dire quand aura lieu les prochaines élections aux États-Unis, on peut lui demander tout ça. Mais si on lui demande que faire quand j'ai un tel type d'incident sur mon Vector, qui est le nom de notre machine phare chez Electra, il le sait pas parce que la documentation. Parce que c'est des données privées. Voilà, c'est des données privées. Donc le RAG, qui veut dire Retrieval Augmented Generation, c'est-à-dire il va capter, il utilise ce qu'il a appris pour parler, mais en tout cas la donnée, il va utiliser de la base de connaissances interne et donc de la base de connaissances Lectra. Donc on va lui donner les FAQ, le troubleshooting, la documentation vector, et on va être capable de chatter, dire j'ai tel type d'erreur, qu'est-ce qui se passe? Il va dire tiens, c'est le moteur qui est cassé, il faut que tu fasses ça. Et donc c'est ça globalement le RAG qui permet d'utiliser la base de connaissances, et c'est vraiment une petite révolution. Ouais, alors moi j'utilise une analogie, je sais pas si tu seras d'accord pour que les gens puissent comprendre ça. C'est en gros ChatGPT, c'est comme si vous avez un stagiaire venu d'école qui connaît tout sur tout, mais qui connaît rien à l'entreprise. Et le RAG, le principe c'est de lui dire maintenant tu vas apprendre tout de ce qui est dans l'entreprise. Et à partir de là, vous avez quelqu'un qui est capable d'avoir la culture générale et la culture spécifique de l'entreprise. Ouais, je suis en phase. Et ouais. On avance, RSE, le numérique. De manière générale, vous avez une politique RSE qui est assez forte. On va essayer d'en discuter. Moi, il y a deux aspects dans le RSE qui vont nous intéresser. C'est est-ce que le numérique, au-delà de la partie productivité, je suis capable d'être plus agile, tout ça, est-ce que ça peut avoir un impact dans les conditions de travail de l'industrie qui, on sait, ne sont pas toujours les meilleures? Deuxième chose, c'est côté environnemental. Est-ce que le numérique, avec tout ce qu'on connaît de l'effet robot et compagnie, c'est pas une boucherie? Alors, je pense que t'as bien planté le décor, parce que dans la partie RSE, il y a quand même les deux points. Les gens retiennent souvent que la partie environnementale, le E, mais il y a la partie sociétale et sociale, conditions de travail. Donc sur ce premier point, oui, le numérique permet, je dirais, d'améliorer. On parle d'amélioration de productivité, d'automatisation dans l'industrie 4.0. Donc, on peut automatiser notamment les tâches répétitives, certaines tâches répétitives. Et c'était le cas, si on reprend l'histoire, même si je suis pas un spécialiste des premières révolutions industrielles, mais globalement, tu l'as dit à un moment, c'était compliqué, t'as utilisé le mot sale, enfin voilà, c'était des conditions très très compliquées. Donc là, le numérique, maintenant, on est quand même au 21e siècle sur les tâches répétitives qui peuvent amener une fatigue sur ces points-là. Le numérique et l'industrie 4.0 et aussi augmenté par de l'IA permettent d'aller beaucoup plus loin et de pouvoir orienter les opérateurs, donc les humains, vers des tâches à plus forte valeur ajoutée. Ça, c'est sur la partie conditions de travail. L'autre point, c'est aussi la sécurité. On parlait tout à l'heure de cybersécurité, mais il y a la sécurité physique des personnes grâce au numérique. On est sur un podcast, vous visualisez pas forcément la machine de découpe, mais bon, c'est une énorme table, donc il fait plusieurs mètres de long, une dizaine de mètres sur 3 mètres de large, on va dire, pour faire simple. Ouais, c'est presque une ligne. Voilà. Et tu as une tête de coupe où, pour illustrer, c'est soit une scie sauteuse qui tourne, soit une pizza wheel, donc pour découper les pizzas, qui permet de découper. Ça dépend, je rentre pas dans le détail, mais voilà. Donc tout ça, ça coupe. Donc il faut faire attention si la personne vient mettre. Alors on a toutes les sécurités physiques, mais le numérique, on intègre des radars de détection de présence, des caméras et des radars qui permettent de ralentir
la machine automatiquement, si tu te rapproches, et si tu vas un peu plus loin, ça la stoppe, au-delà du bouton rouge qu'il y a dans toutes les machines côté industriel. Donc le numérique apporte quand même des vraies avancées en termes de sécurité au travail et de bien-être, on va dire globalement. Pour ceux que ça intéresse, sur Internet, ça se trouve très facilement. Il y a souvent des vidéos où tu vois cette espèce de scie circulaire qui tourne et le gars qui vient mettre son doigt sur la scie et la scie s'arrête. Et c'est quand même impressionnant, quoi. Ouais, parce que quand tu hein. vois faire ça, tu dis, ouais, il faut avoir confiance dans la techno, hein, parce que moi, personnellement, j'y mets pas mon doigt. Eh ben, c'est exactement ça. Moins spectaculaire, mais c'est ce que le numérique permet de faire et c'est ce qu'on a mis en œuvre, côté Electra. Sur la partie, donc le deuxième volet qui est l'environnement, donc est-ce que c'est une boucherie sur ces points-là? Alors côté Electra, on est vraiment très impliqué sur cette partie RSE. Et le 4.0, alors on n'a pas défini une stratégie RSE parce que c'est le moment, voilà, c'est buzzword. Parce que quand t'es en bourse, il faut le faire. Exactement, et rentrer dans du greenwashing et ce genre de choses. Donc en fait, typiquement, notre positionnement depuis longtemps, c'est d'avoir les meilleures machines d'un positionnement premium, donc de qualité sur nos découpeurs, et donc d'avoir la meilleure efficience en termes en termes de découpe. J'ai expliqué tout à l'heure le Tetris qui permet donc si on revient sur l'environnement, clairement l'industrie de la mode c'est la première ou deuxième entre le pétrole en termes polluantes pour la planète. Donc faut pas se le cacher. Mais l'IT on doit pas être loin non plus, hein. On doit être dans le top 3 mais sans difficulté. c'est premier ou deuxième, ça dépend des études, pétrole 1 et industrie de la mode avec le textile, avec tout ce qui se passe. Donc clairement, c'est la production du textile, donc toute économie de matière qui est vraiment notre credo, les meilleures machines qui permettent avec nos processus 4.0 d'optimiser la matière. Donc moins il y a de déchets de matière, on est spécialisé en découpe de matériaux souples, pour faire très simple, le tissu et le cuir, pour l'ameublement, les sièges de voiture et les vêtements. Donc nos algorithmes et le numérique, la simulation de gyro numérique, le 4.0, nous permettent d'adapter nos solutions pour couper avec le moins possible de chute de matière. Donc tout pourcentage gagné, c'est un pourcentage très important d'impact CO2, on parle de mètres linéaires gagnés de rouleaux de tissu si on est sur ce point-là. C'est aussi en nombre de pots au cuir. Et donc on a vraiment ce positionnement qui est très important. Tous nos efforts vont être des gains en termes de profit et de marge pour nos clients, mais aussi ça va dans le même sens. Il n'y a pas l'intérêt économique qui va contre, comme parfois dans certaines activités. Je citerai aussi nos découpeurs qui est de haute précision, qui s'appellent IP6 ou 9, qui permettent de découper en zéro buffer. C'est-à-dire que je citais tout à l'heure ton sweater avec la manche gauche, manche droite. Des machines de nos concurrents ou des machines plus bas de gamme ne permettent pas de couper avec proprement une pièce et que ça soit le milieu, ça coupe 2 pièces en 2 qui soient utilisées. Il y a toujours un buffer, c'est-à-dire 1 ou 2 centimètres au milieu. D'accord. Pour être propre sur la coupe gauche. Là, nos machines nous permettent de placer les morceaux, les pièces de tissu contre. Donc, tu fais en une seule coupe ta gauche-droite et donc zéro perte. Donc, on est sur du zéro buffer. Donc, on contribue fortement sur cette partie-là. Et voilà, le plus gros impact, il est lié à ce point-là. On a intégré également de l'éco-conception dans nos équipements avec la matière. Alors, c'est bien, la majorité, c'est le châssis qui est en acier, donc qui est hautement recyclable sur ce point-là. Mais je reviens, le plus important, c'est l'économie de matière, parce que le plus polluant et le plus impactant en termes de CO2, c'est bien la consommation de matière qu'il faut diminuer. Quand vous avez fait votre bilan carbone et matière, c'est vraiment là que vous avez le plus gros impact. Et de très loin. L'avenir, j'imagine qu'il y aura une industrie 5.0, puisqu'il y en a déjà eu 4.0. Est-ce qu'on a déjà des pistes sur ce que c'est? Est-ce que tu as une idée ou juste une conviction? Alors, déjà, le 4.0, on a dit 2011, c'est encore très récent, malgré tout. C'est lié à clairement des ruptures technologiques, IoT, data, cloud et IA. Donc ça, c'est clairement identifié. Comme les autres, on identifiait le charbon et l'électricité. Donc c'est encore très récent. Suivant les industries,
ça a été plus ou moins avancé. Rapide. Voilà, on a des industries et notamment l'industrie de la mode. On est encore au début et on est précurseur. Dès 2017, on proposait. On a lancé le 10 octobre un lancement mondial de Valia Fashion, qui est, pour aller voir sur les réseaux, un bel événement sur l'industrie 4.0. Donc, on est encore au début sur cette partie-là. Le 5.0, est apparu il y a quelques années, je dirais 2020, sur ce point-là. Moi, je le vois plus comme un prolongement du 4.0 qui est pas encore complètement abouti, avec pas réellement une rupture technologique ou un événement marquant qui est identifié. Il est défini, enfin, si on regarde un peu les papiers, c'est plutôt la symbiose entre l'homme et la machine, remettre l'homme. Mais et donc, je pense que c'est plutôt l'aboutissement du 4.0, notamment avec l'IA. Et la partie robotisation cobots, les cobots qui permettent de collaborer avec l'homme-machine. Donc c'est vraiment ce point-là qui est décrit dans le 5.0. Donc pour moi, c'est du 4.0 plus. D'accord. Avec l'IA, plutôt qu'un vrai 5.0. Plutôt qu'un 5.0, on peut pas clairement définir la technologie. C'est vraiment recentrer l'homme au cœur et donc c'est très RSE aussi. Donc je pense que c'est intéressant dans le concept. Mais le définir comme du 5.0, voilà. Nous, on souhaite être un leader du marché de l'industrie 4.0 à 2030 dans nos marchés, notamment la mode. Donc, on voit que on estime que d'ici 5-6 ans, il y aura une maturité dans le monde du textile, de l'habillement et de la mode. Donc, le 5.0, on n'y est pas encore. On va avancer vers la conclusion. Il y a un certain nombre de questions que j'aime bien poser parce que je trouve qu'elles sont assez personnelles et puis elles me permettent aussi à moi d'avoir des idées. Est-ce que tu as encore un rêve technologique ou de projet, quelque chose qui te... Alors, je sais que tu as un certain nombre d'années d'expérience, que tu as commencé sur des ordinateurs plutôt assez vieux, mais est-ce que tu as encore cette petite fibre en toi qui dit il y a peut-être quelque chose encore d'extraordinaire que j'attends? Alors, moi, passionné tech, tu l'as compris, et passionné sur l'IA. Donc, je pense que voilà, la vraie transformation globalement, lien de l'industrie 4.0, mais globalement sur les manières de travailler. Sur l'industrie 4.0, on va parler d'auto-adaptation, c'est-à-dire des machines qui pourront automatiquement mettre les paramètres qui vont bien pour la coupe. Donc là, je suis sur ce monde-là. Donc moi, j'investis beaucoup de temps pro et très personnel, avec aussi des formations. J'ai eu l'occasion d'aller aussi sur Berkeley, pour voir un peu, avoir une certification. Ce qui se tramait. Ce qui se tramait. Donc la combinaison. Donc ça, c'est vraiment le sujet. Et on est encore. Je pense il va y avoir beaucoup de choses. On parle d'intelligence, mais on est encore très basique, c'est très spécialisé. Donc je pense tout ce qui émerge avec du multi-agent, je reste persuadé que l'IA traditionnelle, avec les bons modèles, l'expertise telle qu'on l'a, on peut aller beaucoup plus loin sur ces points-là. Je vois une combinaison en fait entre l'IA traditionnelle et l'IA générative, notamment avec des modèles, des petits modèles. Ça revient sur les RSE, pas prendre le char pour écraser une mouche ou donc des petits modèles adaptés. Donc le fine tuning de LLM, donc de combiner l'IA traditionnelle avec de la partie LLM. Donc pour moi, il y a encore une accélération, on est encore dans la rampe, même si Gartner indique qu'on est dans la pente descendante, et c'est vrai, il y aura beaucoup de déceptions, mais bon, quand on est bien au cœur de tout ça, donc moi j'ai une passion autour de ce point-là, dans à la fois professionnel, mais à la fois sur ce que ça peut changer dans nos vies. Autre question que j'aime bien poser, parce que je trouve que c'est toujours intéressant, est-ce que tu peux me donner avec tes propres mots une définition de ce qu'est pour toi une bonne technologie? Alors, bonne question. C'est pas facile, hein? Ouais, c'est pas facile. Une bonne technologie, je donnerais plusieurs critères. Doit être innovante. Elle doit résoudre des problèmes réels. Elle doit être aussi suffisamment aboutie, parce que sinon je la définirais pas comme bonne. Elle est peut-être prometteuse donc suffisamment aboutie ou mature. Pour être intégré dans l'écosystème existant, donc on n'est pas dans des choses très très lointaines, tout ça dans un délai acceptable. Donc innovante, aboutie, mature, et qui servent à quelque chose. Et qui servent à quelque chose.
qu'on puisse implémenter dans un délai raisonnable. Alors tout ça, ça peut être quelques semaines, quelques années. Ouais, parce que le monde de la tech quand même est capable de produire un bon nombre de technologies qui sont intellectuellement intéressantes, mais qui ne servent à que dalle. C'est exactement ça. Donc, résoudre des problèmes réels, que ça serve à quelque chose. On peut se faire plaisir. La tech pour la tech, c'est pas trop mon... Si, j'aime bien lire des papiers, regarder, c'est toujours sympa. C'est toujours intéressant. Mais ça sert souvent à rien. Et voilà. Et quand on est entre techniciens, c'est intéressant. Bon, ça permet de faire des blagues, mais... Dernière question. Est-ce que tu as un conseil pour nos auditeurs, quelque chose, alors plutôt à destination d'un public jeune, tiens, j'ai envie de parler de ça, qui aurait envie de se lancer dans l'industrie, et peut-être essayer de lui donner envie d'aller dans l'industrie, parce qu'aujourd'hui c'est pas forcément un secteur qui fait rêver les jeunes. Alors, je pense qu'on l'a parcouru tout au long de notre échange. L'industrie c'est vraiment de la haute technologie maintenant, hein, donc quelle qu'elle soit, et donc dans toutes les industries, on pourrait même parler de l'industrie sur l'agroalimentaire, sur de la pharmacie, etc. Donc l'industrie, c'est vraiment de la haute technologie. Après, en termes de conseils, soit un jeune, soit même à des entreprises qui se montent, je pense, on a vu les 4 technologies qui étaient sur l'industrie 4.0. Celle qui est clé, c'est la partie data. Et donc la compréhension de la data, on a vu des technos émergentes, des nouvelles solutions comme Snowflake ou autres. La data, c'est vraiment clé. Et donc la maîtrise de ces technologies autour de la data et investir sur ce point-là me semble essentiel sur ce point, parce que quel que soit, c'est vrai chez Electra, mais c'est vrai ailleurs. On a des couches, hein, on a parlé de la couche cloud, mais au-dessus, tu as une stack, une software factory, enfin tout ça c'est de la technique, mais la couche data, c'est le lien entre la tech et le métier. Je parlais tout à l'heure de data catalogue, tu découvrais un peu, mais tu réunis les liens entre le métier. Donc pour moi, l'investissement sur la data, on en a parlé beaucoup, c'est un peu effacé avec l'IA, mais bon, tout le monde dit classique, pas d'IA sans data, ce qui est archi vrai, hein. Plus data de mauvaise qualité égale modèle de mauvaise qualité, sortie de mauvaise qualité, hein, garbage in, garbage out. Donc la partie données, la partie data, avec tous les éléments, un plan data si on a une entreprise ou une start-up ou plus mature, et d'investir, je pense, avec la compréhension de cette partie-là. Je pense que les générations sont plutôt bien habillées et bien équipées pour la suite, quoi. Thierry, merci, c'était un plaisir. Et puis on mettra en lien de ce podcast ton profil LinkedIn s'il y a des gens qui ont d'autres questions et qui pourraient être intéressés par Electra. Avec plaisir, merci Philippe.